Laurent Gbagbo est reconnu pour être un combattant inlassable depuis sa tendre jeunesse des situations injustes. Son courage et sa détermination ont réouvert l'accès au droit du vote multipartiste en Côte d'Ivoire. Lui qui a tout donné pour ce droit fondamental dans une république ne peut accepter d'en être arbitrairement privé. Sa candidature s'inscrit dans la logique de son combat politique, respectueux des valeurs républicaines. Il a essayé toutes les voies du dialogue. Malheureusement, ces styles ont été hermétiquement fermés par le régime, parfois avec un mépris consommé, comme l'ignorance totale accordée à ces deux demandes d'audience. En fait, le régime attend de nous, du président Laurent Gbagbo et de nous, une simple capitulation. Avec en prime de capitulation, que le président Laurent Gbagbo reconnaisse son état de braqueur de banque. C'est-à-dire, on se tait, ils sont forts, nous on se tait, et puis bon, ils font tout ce qu'ils veulent, et dit bon, voilà, comme ça, c'est qu'ils appellent la paix. On tout le monde en paix. Et non, nous, on est voleurs, on n'a qu'à accepter d'être voleurs. Le PPACI refuse la capitulation devant l'arbitraire. Le PPACI s'oppose à cette haute humiliation de son président. S'il est vrai que le président Laurent Gbagbo occupe les postes avant-gardistes, la position avant-gardiste dans ce combat, il n'en demeure pas moins vrai que ce combat est l'affaire de toutes et de tous. Le président Laurent Gbagbo a clairement parlé à Port-Boué le 7 juin 2025. Il a surtout parlé le 16 août dernier à Yopougon. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Le RHDP, comptant sur les forces de la République qu'il croit avoir privatisées, veut opérer un passage en force pour s'imposer, confirmant ainsi qu'il détient sa légitimité que des armes. Nous devons nous y opposer, sans armes, ni violence, mais avec la détermination qui fait reculer même les montagnes. En utilisant tous les leviers démocratiques qui s'offrent à nous, selon notre constitution. C'est une responsabilité collective qui dépasse la seule personne du président Laurent Gbagbo et celle des seuls militants du PPACI. Le régime ne peut ignorer le message envoyé par la marche du 9 août dernier, tout comme celui du meeting du 16 août 2025. Il ne peut continuer de piétiner la constitution ivoirienne. Il ne peut non plus ignorer l'appel de la communauté internationale exprimé par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Seule notre mobilisation, pacifique mais déterminée, doit pouvoir arrêter cette chevauchée solitaire du RHDP qui est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le RHDP ne nous laisse aucun autre choix que d'aller au combat politique, à l'affrontement politique. Sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement dans l'intérêt primordial de la nation. Nous avons tout fait pour éviter la confrontation, pour éviter le combat. Mais puisque cette confrontation s'impose à nous, alors menons-la alors au nom de la justice, de la République et de la démocratie. La direction du PPACI vous donnera dans les plus brefs délais les mots d'ordre précis à cet effet.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la préserve de toute forme d'adoration de l'injustice. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. Il y a des questions. Oui, il y a des questions. Merci une fois de plus au ministre Kone Katina. Merci aux conférenciers pour ces déclarations claires et engageantes. Nous allons maintenant entamer la session des questions-réponses. Je rappelle à toutes fins utiles que cette conférence est ouverte à la presse. Pour des raisons de temps, nous limiterons chaque intervention à une seule question. Veuillez également vous présenter, prendre votre média et être assez concis. Je demande au protocole de passer le micro pour les questions. On commence par une série de 5 questions. Allez-y, commencez par là, comme ça au fur et à mesure. Le ministre revient au micro. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis David Bédia, journaliste, promoteur de la Web TV Canal Ivoire. Bon, j'avais des questions, mais comme le confrère a dit une question, je vais aller sur vos questions. On accuse le PPACI ces derniers temps de ne plus beaucoup aborder la question de la Cour africaine des droits de l'homme, après avoir été, bien sûr, débouté par cette Cour qui dit que aucun droit de Laurent Gbagbo n'est violé en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel commentaire pouvez-vous faire sur la déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme qui est sortie dernièrement, 4 ans après, bien sûr, la première décision? Merci. Je pense que c'est la seule question. J'avais une autre question, mais ce n'est pas grave. Non, allez-y, tu peux poser votre question, allez-y. Voilà. La deuxième question, c'est concernant l'illégalité, l'illégitimité de la candidature d'Alassane Ouattara dont vous avez parlé. Vous avez, à vous entendre, c'est que même le mandat dans lequel nous sommes actuellement est un mandat illégal. Et pourtant, pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le PPACI, sinon à l'époque, le FPI, avait négocié, sinon avait travaillé avec le gouvernement sur le retour de Laurent Gbagbo. Lorsque lui-même il revient, il va rencontrer Alassane Ouattara. Certains disent qu'il a fait un garde à vous devant lui. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller vers les élections avec la CEI mise en place par le président de ce mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité un peu dans la démarche du PPACI? Merci. Allô, je suis Francis Kofi de Live TV. Live TV, hein? Oui, Live TV. Ok, ma question est la suivante. Le candidat Laurent Gbagbo a déposé sa candidature à la CEI et le Conseil constitutionnel a pris. Et ils sont en train d'analyser. Tout le monde, tout Ivoirien est conscient qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, sa candidature ne sera pas validée. Et si jamais elle n'est pas validée, qu'est-ce que le PPACI compte faire? Vraiment, merci.
On y va, s'il vous plaît. On y va. Non, on continue la série de questions, s'il vous plaît. Laissez les journalistes parler. Laissez-les. Oui, Julia Guggenheim. Il faut le travail. Laissez les journalistes parler. Oui. On écoute, s'il vous plaît. Oui, je suis Julia Guggenheim pour France 24. Je voulais savoir comment est-ce que vous analysez, déjà, qu'est-ce que vous savez de l'arrestation de Ziggy Ibrahim et comment est-ce que vous analysez cet événement, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Yannick Bayard pour la voix originale. Dans vos propos liminaires, vous avez déclaré avoir écrit le dimanche 31 août dernier au Conseil constitutionnel pour deux raisons majeures. Primo, l'illégalité flagrante de la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Secondo, la légalité incontestable de la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais, monsieur le ministre, au-delà de ces deux points que vous soulevez, il existe deux faits sur lesquels il serait peut-être urgent que vous vous prononciez sans détour. Premier fait, lors de la publication de la liste provisoire des candidatures par le Conseil constitutionnel, une anomalie a sauté aux yeux. Ça concerne la date de naissance du président Laurent Gbagbo. C'est écrit 1er janvier 1945. Or, il est de notoriété publique, et l'histoire l'atteste, que le leader du PPACI est né le 31 mai 1945. En tapant sur Google, le moteur de recherche, c'est écrit aussi 31 mai 1945. Ce fait a alimenté une campagne insidieuse parce que des individus sur des plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux ont osé affirmer que les documents déposés par le président Laurent Gbagbo, il était mentionné né vers 1945, ce qui justifiait la mention 010145. Quel est votre commentaire face à cela? Deuxième fait, très rapidement, il s'agissait de la candidate du MGC, Madame Simone Eivé. Une autre mention interpelle. Sur la liste provisoire du Conseil constitutionnel, il est écrit noir sur blanc. Et je cite, Madame Eivé Simone, épouse Gbagbo. Il est encore de notoriété publique que le président Laurent Gbagbo a divorcé de cette dernière le 29 juillet 2023 et s'est remarié le 8 août 2024. Monsieur le ministre, sans détour, votre commentaire. Merci. Ok. Bonjour Monsieur le ministre. Mon petit, ça va? Oui, je me nomme Soro Diabiga, je suis journaliste à S'il vous plaît, on écoute. Monsieur le ministre, vous avez dit dans votre propos liminaire que le PPACI se donnera tous les moyens légaux pour aller à la confrontation politique. Légaux, tous les moyens légaux, c'est ce que j'ai dit. Et c'est clair, on comprend donc que vous entendez être encadré par la loi, vous ne voulez pas être en confrontation avec la loi dans ce combat-là. Mais dans la chute de votre propos, vous avez dit aussi que dans peu de temps, on vous donnera des mots d'ordre précis. Et vous ne craignez pas d'être inquiété, et vous ne craignez pas que ces propos prêtent à confusion quand vous dites qu'on vous donnera un mot d'ordre bien précis. C'est ma question qui est là. Merci. Non, laissez la femme parler pour une fois. D'accord. Yasmine Diédio de Alerte Info. Tout à l'heure, Alerte Info. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activiste qui a été arrêté. Je sais. Dans vos propos depuis le début, vous ne faites que dire que vous voulez la paix, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Mais quelqu'un qui attise quelque part à la violence et vous sous-entendez que ces propos ne sont pas à caractériser dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas quelque part une manière d'encourager cette violence-là? Ma deuxième question. Répétez vos questions, madame, je n'ai pas bien perdu. Ok, d'accord. Oui. Vous parlez de paix. Oui. Alors qu'on se retrouve avec un activiste qui incite les gens à la violence. Quel activiste, lequel? Lui qui a été arrêté hier. Ah bon? Oui. Ok. Vous avez la vidéo, je présume?
Oui, on a vu ça sur Facebook et tout. Ok, d'accord. Donc, quelque part, est-ce que vous n'attisez pas, en fait, en parlant du fait que ce gars a été arrêté, en fait? Est-ce que ce n'est pas soutenir ce qu'il fait? Ma deuxième question. Le PPACI ne fait que parler de revendications. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il propose concrètement à la Côte d'Ivoire. Merci. Laissez la femme, c'est sa question. C'est sa question. S'il vous plaît, c'est l'expression de la liberté de presse et de la démocratie, s'il vous plaît. Allô, Oui. moi c'est Dan Opeli. Je suis là pour le canal déchaîné. Ma question. On s'écoute, s'il vous plaît. Dan, attendez un peu. On s'écoute, s'il vous plaît. Merci. Dan, tu peux y aller. Ok, ma question est relative à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du régime ivoirien. Vous avez rappelé l'apartheid, qui était basé sur un système unique. Mais ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez aussi rappelé la ségrégation raciale. Ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez dit que le système ivoirien repose aussi sur un système aberrant. Mais on n'entend pas la communauté internationale, on n'entend pas la voix de la communauté internationale vis-à-vis de ce système, avec tout ce que nous constatons en Côte d'Ivoire comme dérive. Quel commentaire faites-vous de cette attitude? Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, pour le premier intervenant, il dit qu'on nous accuse de ne plus parler de la Cour africaine des droits de l'homme parce que depuis qu'elle nous a rendu une décision qui ne nous est plus favorable. Mais nous, il y a longtemps, on n'en parlait plus, puisque le gouvernement lui-même n'en parlait même plus. Pendant 4 ans, pendant 4 ans, je dis même 5 ans, de 2020 à 2025, il y avait une décision, cette cour-là avait mis des injonctions claires qui n'ont pas été respectées par le gouvernement, qui a même dit, bon, d'ailleurs, même moi je m'en vais, vous me fatiguez, moi je m'en vais. Comme un enfant gâté, je joue avec toi, je ne suis pas content, je m'en vais. Mais vous voulez que nous, on s'intéresse à ça? Nous, il y a longtemps, on ne parlait plus de ça. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on s'intéresse d'une affaire où le gouvernement lui-même, qui pendant 5 ans a produit des effets de droit qui n'ont jamais été respectés. Et la Cour elle-même, elle ne s'est jamais inquiétée pour ça. Donc la Cour, pour nous, elle s'est discréditée pour de bon. Pourquoi on va parler d'une affaire qui s'est discréditée? Donc, par ailleurs, dans les normes internationales, l'ONU est au-dessus de l'Union africaine. Ben, comme on n'a pas eu droit, on a saisi une cour qui a pris des décisions qui n'ont jamais été respectées, parce qu'on s'est dit, bon, le gouvernement ivoirien méprise l'Union africaine, on s'est dit au moins qu'il aura du respect pour l'ONU. Donc nous avons saisi, c'est notre droit. Lorsqu'on n'est pas content dans une juridiction, on s'en va vers une autre. Donc ça ne pose aucun problème. On n'a fait qu'exercer notre droit. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses que très souvent, nous les intellectuels, nous faisons les confusions parce que nous ne faisons pas beaucoup de recherches. Robert, il a fait un coup d'État ici. Il n'était pas président de la République. Il n'était pas élu. En tout cas, on lui a prêté un coup d'État. Mais on a négocié avec lui. C'est lui qui a fait écrire la Constitution de 2000. C'est pas parce qu'il n'était pas président de la République que la Constitution de 2000 n'était pas juste. Il faut faire la part des choses. Quel que soit le statut, que ce soit un pouvoir de fait ou un pouvoir de droit, quand nous faisons la politique, à partir où c'est lui qui détient le pouvoir effectif, c'est avec lui qu'on négocie. Ça ne veut absolument rien dire en termes de légitimation ou autre. Sinon, on n'aurait jamais la Constitution de 2000.
Pourtant, cette constitution, c'est elle qui a permis à Ouattara d'être là où il était. Donc, le fait de négocier avec Ouattara pour le retour du président Laurent Gbagbo, oui, parce que c'est lui qui détenait à cette période-là le pouvoir effectif. Ça ne veut absolument rien dire en termes donc d'une reconnaissance constitutionnelle ou alors d'une fonction constitutionnelle qu'on lui aurait donnée du fait que nous avons tiré tous aussi les leçons, les conséquences de cette situation et nous en vivons avec. Alors, quelqu'un dit ici, chez notre ami de l'AFTV, que tous les Ivoiriens croient que la candidature du président Laurent Gbagbo ne s'est pas validée. Bon, moi, je ne suis pas Ivoirien. Parce que moi, je pense que le Conseil constitutionnel n'a aucune autre possibilité que de valider la candidature du président Laurent Gbagbo. Il n'a aucune autre idée. On vient de vous donner tous les éléments du droit. Alors, si vous le dites, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec nous qu'on n'est plus dans un état de droit. Parce que tous les éléments de droit, on vient de vous les donner. Donc, nous ne sommes pas dans ça. On ne préjuge pas de la mauvaise foi des gens. Au PPACI, nous préjugeons toujours la bonne foi. C'est pourquoi nous agissons conformément à la loi en espérant que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi vont l'appliquer de bonne foi. Et quand tu nous demandes que tu n'es pas de bonne foi, nous tirons les leçons, nous aussi, de ce que nous avons en face de nous quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. S'il n'est pas validé, qu'est-ce que nous ferons? Je crois que la conclusion est assez claire là-dessus. Chers amis, nous avons été clairs. Nous avons été clairs. Personne dans ce pays ne peut nous faire le procès de la violence ici en Côte d'Ivoire au PPACI. Nous sommes les victimes de la violence depuis notre bataille. Ils sont assis là. Ceux qui n'ont pas fait les prisons ici, là, ils ont levé les mains. Nous sommes tous des anciens prisonniers. On ne le fait pas parce que nous voulons absolument le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté ce supplice parce qu'il veut absolument le pouvoir. Il a fait pour que vous ayez le droit, un jour, le droit que vous avez aujourd'hui de poser une question à une autre personne et puis donner une opinion contraire à ce qui se disait en son temps. Ça lui a valu tous les supplices qu'il a. Jusqu'à l'envoyer là où personne ne pensait qu'on pouvait envoyer un Africain pour envoyer un autre Africain là-bas. Il est revenu. Nous sommes des gens de la lutte. Nous sommes le fruit du combat politique. Nous n'avons jamais rien eu gratuitement. Nous nous battons. La date de naissance. Alors officiellement, sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, il est né le 1er janvier 1945. Les documents officiels du président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok? Voilà. Il n'est pas né vert. Non, je rappelle que sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, sur son extrait de naissance du président Laurent Gbagbo, on a eu le même problème en 2010. Ça a commencé à faire, je sais, le document officiel. En tout cas, c'est quoi? Ouragayo, non? C'est chez vous là-bas. La sous-préfecture de Ouragayo qui a établi, où il a établi son extrait de naissance, a mis dessus qu'il est né le 1er janvier 1945. Il y a eu certainement une erreur, il n'a pas voulu faire un acte d'individualité, il a vécu avec, il n'est pas nouveau, sur tous ses diplômes, ce qui est mis là-dessus. Voilà. Ça arrive, il y a des situations comme ça, où on met, l'état civil fait une erreur, la personne s'en accommode, et puis elle vit avec, il n'a pas besoin de faire un acte d'individualité. Il est effectivement né le 31 mai 1945, mais à l'état civil, quand il allait établir l'état civil, je ne sais pas si ce jour-là, le DT là, avait un problème, à l'état civil, il avait un problème, je ne sais pas si ce jour-là, il avait un problème, il a écrit 1er janvier 1945. Le monsieur est allé à l'école avec, il a fait ses diplômes à l'école avec, ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Voilà, voici pourquoi vous comprenez, ce n'est pas une erreur. En fait, de son fait, il subit une erreur et il vit avec. Ok?
Parce que pour courir, il faut faire un acte d'individualité, il faut reprendre les diplômes, les trucs, à part qu'à 80 ans, il va... Alors, nous ne savons pas quels sont les éléments constitutifs du dossier de la candidate Simone Eivé. Nous supposons que le Conseil constitutionnel, elle a dû verser au soutien de son dossier une autorisation soit du président Laurent Gbagbo lui-même, soit d'une décision judiciaire qui l'autorise à garder le nom. Ce sont les deux conditions. Dans le cas, lorsqu'il y a un divorce dans le pays, je ne fais que rappeler la loi. La loi dit ceci de façon simple, que la femme, le principe, parce qu'une disposition légale, il y a toujours un principe et une exception. Le principe, la femme en Côte d'Ivoire, quand elle divorce, elle perd automatiquement le bénéfice du nom de son époux. Exceptionnellement, elle peut demander à son époux, à son ancien époux, de garder le nom s'il est établi que le changement de nom lui poserait un préjudice. J'explique simplement. La femme de Dano Djedje s'appelle Dano Djedje, elle est pharmacienne. Si sa pharmacie s'appelait pharmacie Dano, Djedje ou Dano, et qu'effectivement, pour une raison ou une autre, vous venez changer le nom pour dire, comme heureusement, ce n'est pas le bon exemple, mais heureusement, il n'a pas qu'à pour faire ça. Non, il arrive. Il arrive. Il n'a pas qu'à pour faire ça. Mais, de façon claire, elle peut dire non, si je change le nom, il y a un préjudice sur mon commerce. Il demande donc à son époux, je vais garder le nom pour ne pas que j'ai un préjudice. Son mari donne une autorisation expresse. Si celui-ci refuse, elle peut saisir le conseil, le juge, et le juge dans ces conditions, vu les arguments avancés, peut obliger son mari à lui concéder le nom par une décision judiciaire. Elle continue de porter le nom de son ancien mari. Nous supposons que le Conseil constitutionnel a toutes ces données. Ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Nous nous en tenons seulement à ce que la loi dit et nous avons rappelé ce que la loi lui dit. Je suppose que le président Gbagbo a dû lui donner un nom ou bien on n'en sait rien. Donc pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de regarder dans son dossier et de décider en connaissance de cause. Mot d'ordre. Le mot d'ordre, s'il n'y a pas... On vous a dit tout à l'heure, notre parti est organisé. Hein. Il y a l'exécutif, le président exécutif est là, il y a le secrétariat, il a toute une structure, ils vont se réunir. Mais ce que nous disons est clair. Le président Laurent Gbagbo a donné les instructions claires le 16 août dernier. Lui, il a fini pour lui. Il a fini son travail. Le reste là, ceux qui doivent, nous qui devons le mettre en musique, c'est à nous que cela appartient, incombe. C'est à nous que ça incombe. Et c'est pourquoi on vous a dit que la direction du parti vous donnera des mots d'ordre clairs par rapport à ça. Si pour cela, alors tout à l'heure, à l'autre info dit que le jeune homme a appelé, qui a été arrêté, a appelé à la... Madame, vous êtes journaliste, elle est là? Je voudrais voir madame. Je vous souhaite une très bonne carrière de journaliste, madame.
Vous avez décidé de faire cette carrière-là, elle est risquée. Mais ceux qui vous font courir le risque là, ils justifient ça toujours. Hein. Vous savez combien de personnes ont été tuées, journalistes ont été tués dans la bande de Gaza? Mais ceux qui les tuent disent que c'est parce qu'ils estiment que ce sont des terroristes. Madame, quelles que soient les raisons, n'acceptez jamais qu'au nom de votre opinion, on arrête l'un de l'autre. Quelles qu'en soient les raisons, madame. C'est un conseil pour vous, parce que vous avez décidé d'être journaliste, donc d'avoir votre opinion. Et dans Côte d'Ivoire, l'opinion peut être tout ce qu'on veut. Mais arrêter quelqu'un pour son opinion, c'est contraire à la Constitution. Madame. N'acceptez jamais ça. Quel que soit le bord que vous pouvez défendre. Ce qui nous unit, c'est la République. Ce qui nous unit, c'est la République. Et j'ai été heureux que dès que je suis arrivé, les premiers journalistes qui m'ont abordé se sont inquiétés. Parce qu'ils se disent que c'est l'un des nôtres. Maintenant, qu'est-ce que le PPACI propose? Madame, nous sommes le seul parti, je vois que vous êtes très jeune, mais depuis 1990, le président Laurent Gbagbo, chaque 5 ans, fait sortir un programme qu'il met à la disposition des Ivoiriens. Je veux faire ça, 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 ça pour vous. Il est le seul. Voici, madame, le programme du gouvernement du président Laurent Gbagbo, PPACI. Dedans, il y a tout. Tout à l'heure, si vous voulez, vous allez vous en occuper. Il y a tout dedans. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on en finisse avec l'infantilisation du débat politique. Et qu'on aille à la politique au lieu de nous retenir par des choses inutiles. Si nous n'étions pas en train de nous battre pour des choses inutiles, parce que quelqu'un veut absolument garder le pouvoir, vaille que vaille, nous serions peut-être sur vos plateaux en train de discuter de nos idées. Nous serions en train de faire ça, madame. C'est pourquoi nous nous battrions. C'est pourquoi nous continuons de nous battre dans ce pays-là. Pour que vous, quand vous êtes de notre âge, vous ne connaissez pas ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Et qui a avalé à ce monsieur qu'on est envoyé à la CPI à 65 ans, dans les pires conditions de la vie. C'est pour que vous soyez libres. Et qu'on fasse la politique autrement dans ce pays. Sans la violence, rien que dans les échanges d'idées. Dame, j'ai l'habitude de dire, c'est mon professeur, le préceptrice à l'ENA ou à l'université qui disait, professeur, la diplomatie ne s'occupe jamais des cendres froides. La diplomatie ne s'occupe pas des cendres froides. Attendez, les gens ils ont l'Ukraine, ils ont Gaza, ils ont Trump qui est en train de parcourir toutes les mers avec ses armes nucléaires au dos. On ne sait pas à quel moment il va lancer une sur l'autre. C'est toi qui as un problème. C'est la façon dont tu abordes ton problème que la communauté internationale vient. Si nous sommes assis et que pour nous, bon, nous capitulons, oh, mais ils ont trop d'autres choses à faire. Quand Rosa Parks s'est levée, elle a refusé. Les États-Unis sont allés où ils sont allés. Et le monde a dit attention, ça se passe de l'autre côté. C'est la même chose. Il a fallu que Nelson Mandela et ses camarades aillent en prison dans des conditions. Parce que les Noirs sud-africains ont refusé l'inacceptable, qui était légal. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui est légal n'est pas juste. Tout ce qui est légal n'est pas juste.
Parce que l'injustice dans une république se construit toujours à partir des lois. Donc c'est légal. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, sur la question de la communauté internationale, le Comité des droits de l'homme a fait une recommandation très forte à l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons veiller à ce que l'État de Côte d'Ivoire applique ça. C'est notre responsabilité. N'attendez pas la communauté internationale qui a déjà suffisamment de situations compliquées de venir dans une situation où elle se dit tout est bon, normal. Si nous-mêmes nous admettons que tout est normal et que nous ne disons pas que tout n'est pas normal, ben eux ils diront que tout est normal là-bas. Donc c'est notre responsabilité, M. Dan. Voilà ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, vous savez, nous avons décidé de faire la politique. Et nous avons décidé de suivre quelqu'un qui incarne pour nous de grandes valeurs. Au-delà du fait qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, né le 31 mai à Maman, de Koudou Paul et de Marguerite Gador, c'est ce qu'il mène comme combat qui fait que nous sommes derrière lui. Parce que il nous a donné le goût du combat qui va au-delà de nos propres intérêts immédiats. Notre pays est à la croisée des chemins. Il faut que nous mettions fin à la violence et à la terreur politique dans ce pays. Nous n'avons pas d'armes et jamais nous n'en prendrons. Parce que ce pays, nous l'aimons. Et jamais nous serons dans une telle aventure. Parce que pour nous, elle ne conduit pas toujours au bon résultat. Nous appelons toujours à parler. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est parce que nous connaissons notre force que nous souhaitons ne pas avoir à la déployer de cette façon-là. Le monde a vu, le entier a vu la foule le 9 août dernier. Le monde a vu la foule le 16 août dernier. C'est certainement peut-être moins que le 10e de la foule mécontente de la Côte d'Ivoire. Nous ne demandons qu'une seule chose, que le régime RHDP écoute la voix étouffante, non la voix étouffée de ce monde. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune force dans une république qui soit au-dessus de la volonté populaire. C'est un conseil que je leur donne. C'est un appel qu'on leur lance. C'est un conseil qu'on leur donne. La responsabilité de la paix relève d'eux. Mais la paix ne se fait pas toujours avec les armes. La paix avec les armes atteint ses limites. Et d'ici, et je voudrais terminer par là, nous leur disons que la paix avec les armes a atteint ses limites en Côte d'Ivoire et le peuple leur a dit le 9 août et leur a dit le 16 août. Nous leur demandons tout simplement d'en tirer toutes les leçons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.